Zarader et merci d'avoir accepté l'invitation du Club France Initiative. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous d'une question éminemment clé pour renforcer l'influence de la France à l'international, à savoir la communication. Avec la guerre en Ukraine, mais aussi les présences de plus en plus fortes russes et chinoises en Afrique, on parle beaucoup de guerre informationnelle et de confrontation des narratifs. Le président Emmanuel Macron a évoqué ce terme à 5 reprises dans son discours de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs le 1er septembre. Il a d'ailleurs demandé une plus forte mobilisation de nos diplomates dans la guerre des narratifs, notamment sur les réseaux sociaux. Si l'intention est bonne, et j'allais dire logique, à notre connaissance, le narratif français reste à construire. Pour en parler, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Robert Zarader, économiste et conseiller en communication. Robert, depuis 2008, vous êtes président de l'agence conseil Bonafide, spécialisée en communication corporate et accompagnement du changement, et vous avez été proche des 2 anciens chefs de l'État français. Parallèlement, vous poursuivez votre réflexion sur l'économie en publiant régulièrement dans des quotidiens. Vous avez aussi coécrit en 2008 le livre La bêtise économique, puis coordonné en 2012 un ouvrage collectif, l'ABCDR de la réconciliation. Alors, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est votre participation en tant qu'expert à la mission Marque France, commandée en 2013-2014 par le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, car il s'agissait d'une certaine façon de proposer et construire un récit français. Alors, Robert Zarader, notre première question, finalement, c'est quoi un narratif ? Ce qui est marquant, d'abord, merci de me recevoir, dans la façon dont la question est évoquée et dont vous relayez les propos du président de la République devant le corps diplomatique et les ambassadeurs, c'est de parler de narratif au pluriel. Je crois que déjà, c'est un premier point qui est extrêmement important. C'est que je crois qu'on est rentré dans une logique guerrière de narratif, guerre des narratifs, qu'il appelle de son vœu, qui me paraît quand même d'abord très insuffisante par rapport au diagnostic qu'on peut faire des remèdes à apporter à la perte d'influence de la France. Pourquoi ? Parce que le sujet n'est pas nécessairement de créer des narratifs, c'est-à-dire qu'on peut à chaque moment créer un narratif sur tel ou tel thème, sur telle ou telle situation. On a créé un narratif sur Barkhane et le retrait de Barkhane, après avoir créé le même narratif avant sur l'averse. On a créé un narratif au Liban sur vous allez voir ce que vous allez voir et moi je vais transformer un siècle d'équilibre entre les druzes, les chrétiens, les chiites, les sunnites et beaucoup de moulinets et peu de résultats. Aujourd'hui, il y a eu la tentative de créer un narratif dans la relation qui serait singulière entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Et je crois que le problème, c'est de pouvoir penser que la somme des narratifs fait une histoire. Non, la somme des narratifs ne fait pas une histoire. La somme des narratifs ne fait pas un récit. Je crois que ce qui est absolument essentiel, éventuellement, si on veut déployer ce type de narratif, je ne suis pas subjectif sur le sujet et je pense que ça peut être intéressant. Encore faut-il qu'il y ait un récit commun. Il faut qu'il y ait un récit sur la France. Quand on a, avec une demi-douzaine de personnalités, été invité à réfléchir à ce sujet, d'ailleurs par pas seulement Arnaud Montebourg, mais à l'époque 4 ministres qui étaient vraiment très mobilisés sur le sujet et très présents, notamment l'une d'entre elles, qui elle a disparu depuis, qui était Nicole Bricq, qui était à l'époque au commerce extérieur. C'était vraiment l'idée de recomposer un récit français. Alors, la difficulté, comme je le disais, c'est que à chaque fois qu'on regardait un peu plus près, entre guillemets, les disciplines sur lesquelles on pouvait essayer de concevoir ce récit français, notamment, on va dire, l'économique, les entreprises, les entrepreneurs que vous relayez, je dirais pour le coup, surtout les entrepreneurs français installés à l'étranger, on se rendait compte qu'il y avait très peu de moteurs français pour créer un narratif commun. Vous voyez, emmener, alors ça a un peu changé depuis, mais Veolia et Suez en commun pour aller attaquer un énorme marché en Afrique ou en Asie, c'est du rêve, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont totalement ancrés dans leur logique de business plan singulier. Et pour eux, l'intérêt d'un narratif français n'apparaît pas du tout. Et c'est très différent pour les entrepreneurs qui, pour certains, nous écoutent en ce moment, ou pour ceux que vous essayez de relayer en termes d'influence au niveau français.
il y a besoin d'un récit commun. Un récit commun, ça nécessite une vision de la France et de la position de la France. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, je crois, a une vision extrêmement ambitieuse de la position de la France à l'international. Il est extrêmement actif sur l'international. Et je pense d'ailleurs que son mandat en cours va être encore plus tourné vers l'international compte tenu de l'ensemble des ordres géopolitiques, mais aussi d'un certain nombre de contraintes ou d'opportunités au niveau international, avec des bouleversements des équilibres en Afrique, avec, on le voit bien, au Moyen-Orient, des rééquilibrages relativement improbables encore il y a quelques années, où on voit une partie de l'Arabie saoudite et une partie des Émirats autour se rapprocher de l'État d'Israël. Donc voilà, mais quelle est la vision française aujourd'hui de la capacité de porter l'image de la France à l'étranger? Très sincèrement, je ne la vois pas. Et c'est vrai aussi qu'on a le sentiment de vivre aussi dans des espèces de silos, voilà, comme s'il y aurait un récit sportif, un récit culturel, un récit économique. Non, ça n'existe pas, ça, c'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de sommer ces narratifs dans quelque chose de commun, qui est une matrice commune, ça ne peut pas marcher, ou ça marche à court terme. Or, les sujets que vous abordez, les sujets de vision de la France, c'est des sujets de long terme, de très long terme. Aujourd'hui, on a le sentiment, objectivement, qu'on est sur, sans être technologue, une France en déclin en termes d'influence. Quand on est en déclin en termes d'influence, je ne crois pas que l'essentiel soit de répondre au ministre Wagner. L'essentiel, c'est de proposer à l'Afrique, finalement, une façon de voir le développement qu'on appelait de mon temps, dans ma jeunesse étudiante, nord-sud ou je ne sais quoi. Et là, aujourd'hui, quelle est la politique française sur le sujet? Et on voit bien, avec une parenthèse quand même, celle de Laurent Fabius, que le Quai d'Orsay n'a pas non plus ce type de vision. Laurent Fabius, on pouvait considérer, on a pu considérer quand même que sur l'apport qu'il a pu faire aux accords de Paris, etc., il y avait quelque chose qui construisait une forme de narratif. Il avait, d'ailleurs, là pour le coup, c'était extrêmement contestable, mais une vision des rapports avec la Russie. Selon vous, comment maintenant on pourrait construire un narratif qui allie la parole à l'action, si je puis dire, parce que ça aussi c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que à un moment, au-delà du discours, il faut aussi arriver qu'il y ait une cohérence dans la parole et l'action. Et comment aussi la partager, parce que ça, je crois que ça a été aussi une question lors de l'exercice de réflexion sur la marque France qui a été abordée. C'est la question de comment partager ce narratif ou ce récit auprès de tous les acteurs français agissant à l'international pour, d'une certaine manière, je ne sais pas si le terme est le bon, mais chasser en meute. Alors, d'abord, il y a une condition nécessaire en termes de communication sur ce type de sujet, c'est l'incarnation. L'incarnation sur ce type de sujet, on ne peut pas la découper. Vous voyez, on va pas, Madame Dia va pas représenter l'incarnation de la diplomatie du sport, tel ou tel autre ministre, l'incarnation de la diplomatie culturelle, etc. Donc l'incarnation, surtout dans la façon dont le président Macron gouverne, elle ne peut être que jupitérienne. Donc il faut que Jupiter s'approprie une incarnation. Ça, c'est le premier point. Pour la partager, encore faut-il que quelqu'un porte la parole au sens étymologique du terme. Et c'est à lui de porter la parole. À d'autres moments, c'est vrai, et là, je vais revenir sur la période Fabius. Laurent Fabius avait une carrière, une aura telle qui constituait une forme de parallèle ou de contrepoids au discours que pouvait avoir François Hollande sur le sujet. Ce qu'on peut constater sur cette thématique-là, déjà, pour l'instant, on n'a pas de marqueur fort. Vous voyez, depuis la création de la Ve République, chaque grand président a eu un marqueur fort. Alors, on dirait Hollande, quel est son marqueur fort? Pour moi, le marqueur fort de Hollande, pour le coup, sur ces sujets-là, de la capacité de la France à influencer, il a été notamment marqué
par la réaction et la façon dont la France s'est comportée face au terrorisme, mais au-delà de ça, de manière plus, entre guillemets, positive, la crise grecque, franchement, les Grecs, sans François Hollande, qui fait le tour de l'Europe en 48 heures avec sa valise de VRP de défense des intérêts de la Grèce, Madame Merkel, elle n'avait pas très envie de régler le problème des Grecs qui ont 3 piscines par habitant. Donc il y a de l'incarnation. Ça, c'est absolument important. Il y a des marqueurs. Ces marqueurs, c'est un peu les points d'appui du récit. Quels sont les 2-3 marqueurs aujourd'hui que le président veut porter sur l'influence de la France? Et puis, il y a le déploiement, ce que vous appelez aussi, c'est très proche, le partage. Sur le déploiement ou le partage, il ne peut exister et il ne peut prendre forme que si vous avez constitué cette matrice de base. La difficulté de la construction du récit français et la difficulté de le partager, c'est qu'on finalement, on s'est quand même fait beaucoup de gorges chaudes pendant des décennies de l'exception française. On était l'exception partout. À force d'être l'exception culturelle, l'exception politique ou je ne sais quelle l'exception sportive demain, on en oublie les règles de base, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être l'exception de quelque chose, quoi, à un moment donné. Mais comme on a de la même manière pas construit de récit de l'exception. Dans la marque France, on avait des marqueurs qu'on souhaitait voir, une façon de prendre les choses, une French touch, le style, etc., qu'on pouvait effectivement partager. Il y a des tas de secteurs, vous parlez du tourisme, des secteurs où effectivement le luxe, etc. Mais comment on en fait la molécule de base du récit global? Pourquoi pas un récit d'exception? Mais encore faut-il l'incarner. Si l'exception, c'est objectivement d'aller à Beyrouth pour finalement finir en déroute, pour aller chez Poutine, mais là, pour le coup, effectivement, une tellement longue fourchette qu'effectivement, on n'autorise pas d'être en situation d'épidémie avec lui. Donc, voilà, je parle de manière générale assez cash, comme vous le voyez. Donc, je crois qu'il faut que le président s'empare complètement de cette question et qu'il puisse effectivement porter non pas des narratifs et non pas demander aux ambassadeurs des narratifs. Les narratifs, entre guillemets, en étant humble, je crois qu'il y a des tas de concurrents, de consultants, etc., qui peuvent en construire sur tous les sujets. Moi, je peux vous construire d'ailleurs un narratif pour dire pourquoi il faut aller au Qatar, mais je peux vous construire exactement le même, pourquoi il ne faut pas y aller. Vous voyez? Donc, c'est pas ça, quoi. Moi, ce que j'aimerais que le président porte, c'est, voilà, quelle est la position de la France sur tous ces sujets et quelle est la posture qu'on doit avoir. Est-ce que c'est une posture interventionniste? Est-ce que c'est une posture, au contraire, de facilitateur dans la diplomatie mondiale? Et là où je suis vraiment totalement d'accord avec votre point de vue et la façon dont vous abordez ce type de sujet, je ne crois pas que l'influence soit sécable. Je n'y crois pas du tout. On ne peut pas faire de l'influence par segment de marché. Donc, il faut sortir de cette logique. Et c'est comme ça qu'on peut la partager. On peut la partager que si et seulement si on sort de communication au silo. Alors, justement, dernier point que je voudrais aborder avec vous. Vous avez parlé de la question des marqueurs. L'exception française, comme ça, pour vivre à l'étranger depuis maintenant un certain nombre d'années, moi, je ne suis vraiment pas convaincu que ce soit un angle si facile à porter. Vous avez bien compris que ce n'était pas le même. J'ai bien, mais de différents retours qu'on peut avoir, un axe qui pourrait nous paraître intéressant pour justement construire peut-être un petit bout de la matrice du récit français. Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée de puissance verte? Encore une fois, il faut sans doute à formuler différemment, mais on se rend compte que finalement, sur la transition écologique, sans doute aussi liée à ce qui s'est passé avec les accords de Paris, la France est assez crédible ou paraît assez crédible. Elle a aussi tout un environnement entrepreneurial
mais aussi d'associations, etc., qui sont très mobilisées sur ces sujets, y compris d'ailleurs notre diplomatie qui est très mobilisée sur ces sujets. Est-ce que ça pourrait être un axe, un peu une poutre, pour construire un récit français? Bon, d'abord, pour considérer que ça puisse être un axe, il faut raisonner un peu en perception. Il ne faut pas que dans les faits, dans les décisions, etc., finalement, d'emblée, la puissance verte apparaisse comme un oxymore. Et c'est important parce que la puissance verte, qu'est-ce que ça veut dire entre le Macron de 2017 et le Macron de 2022 sur le nucléaire? C'est-à-dire quel risque on a sur le nucléaire qui soit vraisemblable. Je ne veux même pas qu'il soit vrai, mais qu'il soit vraisemblable. On revient que là-dessus, il y a déjà quelque chose à trancher. Quel est le bon Macron? Est-ce que c'est celui de la campagne de 2017 ou est-ce que c'est celui de la campagne de 2022 et le retour du nucléaire? Et en plus, il faut le faire de manière un peu historique et de long terme. C'est-à-dire il faut le faire indépendamment d'un contexte où, effectivement, le gaz russe, les prix d'énergie, le pouvoir d'achat, les taux d'intérêt sont tous en pleine crise. Donc ça, c'est le premier point. Donc, il faut que ces deux termes, qui peuvent fonctionner, effectivement, soient crédibles. Et la preuve du pudding, de l'existence du pudding, c'est de le manger. Donc, il faut avoir des preuves. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je pense que c'est un élément qui est intéressant, mais ça signifie d'abord de s'intéresser aux termes de puissance. Comment on la qualifie, comment on la mesure, comment on l'interprète, qui l'interprète. Donc, c'est un point qui est absolument essentiel. Et là aussi, je pense que le travail que vous faites, les entrepreneurs qui vous écoutent, ils sont les premiers acteurs de cette puissance verte. Donc, il faut absolument inverser ce qu'on a l'habitude de faire en termes de communication politique. C'est certes avoir un discours qui l'incarne politiquement, mais il faut être en capacité de montrer sur le terrain, de montrer par les exemples, par des expérimentations. Pour être une puissance verte, il faut être une puissance verte au Mali. Voilà. C'est la condition nécessaire de base. Sinon, on est une puissance verte voilà, qui est artificielle, etc. Donc, oui, je pense que c'est un aspect. Et il faut penser le puissance comme un élément systémique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas là aussi retomber dans les silos. On va être la puissance verte parce qu'on va être super bon sur les éoliennes, le solaire, pourquoi pas le nucléaire, etc. C'est pas possible. Vous voyez, le général de Gaulle, on parle souvent, mais dont on oublie, avec Pompidou, la façon dont il a structuré quand même des secteurs entiers par moment. Il avait quand même, à un moment donné, sur ces affaires de puissance, pris des décisions industrielles, quoi. Alors qui n'ont pas, avec le temps, résisté à ses successeurs, mais quand il créait ce qui s'appelait, voilà, vous êtes la plupart d'entre vous trop jeunes pour l'avoir connu, mais le plan calcul, c'est parce que les Américains faisaient un veto sur le fait de vendre certains ordinateurs à la France. On peut penser ce qu'on veut de la façon, de la qualité économique et industrielle, de la, entre guillemets, pensée économique, qui n'est pas particulièrement marquante de François Mitterrand, mais voilà, des nationalisations, c'est un marqueur, quoi. Alors après, effectivement, Bérégovoy a fait des privatisations, et Strauss-Kahn ont fait des privatisations, mais c'est quand même à un moment donné un marqueur. Et moi, ce que je constate, c'est que le marqueur sur ces sujets-là d'Emmanuel Macron 2017, c'est la Startup Nation, en anglais, et dont on voit avec le temps qu'elle est quand même très loin des Français, quoi. Donc, je crois que pour vraiment répondre à cette question de déploiement, il y a une question d'incarnation et de porte-parole et une question de réalité, d'exemplarité, de réalité de terrain, etc. Ok, eh bien, écoutez, très bien, c'était très riche, c'était aussi très cash. Merci beaucoup, Robert Zarader. Je vous en prie.